Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire de ce journal, le début de l'arrachage des vignes dans le Bordelais, conséquence d'une crise profonde pour les vins de Bordeaux. Après des mois d'attente, les viticulteurs n'ont pas d'autre choix que de se résoudre à ce sacrifice pour lutter contre la superproduction, comme l'a constaté TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Nous nous rendrons ensuite avec Vosges TV dans les cuisines collectives de la ville d'Épinal en compagnie du journaliste Laurent Mariotte afin de découvrir comment consommer des produits locaux durables et de qualité et atteindre à terme l'autonomie alimentaire pour une collectivité. Se passer des produits industriels, c'est possible. 8 Mont-Blanc a suivi pour nous un atelier destiné à apprendre à confectionner soi-même des produits d'entretien maison et efficaces. Une alternative plus éco-responsable et plus économique, vous le verrez. Enfin, pour terminer, notre partenaire Moselle TV nous emmènera à la découverte de Meilly. Ce petit bourg de Lorraine a été récemment désigné premier village de France où il fait bon vivre. C'était un engagement pris par le gouvernement afin de mettre un terme au mouvement de grogne des agriculteurs. Depuis 10 jours, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes procède à une inspection des rayons des supermarchés afin de contrôler le bon respect de la loi Egalim et les mentions des origines des produits vendus. Regardez ce reportage d'Anthony Verpillon dans la Loire pour TL7. Ce salarié d'Auchan-Villard est au pas de charge dès 9 h ce matin dans le rayon des fruits et légumes. 2 contrôleurs du service concurrence, consommation et répression des fraudes sont présents pour vérifier que la provenance des produits soit conforme au bon de commande. Et le protocole est suivi à la lettre avec très peu de grosses infractions relevées. La semaine dernière, on a fait des contrôles sur l'origine des produits. On était sur plutôt l'origine des viandes. On avait un taux d'anomalie de 50%. Mais parmi ces anomalies, la plupart étaient des anomalies mineures. C'est exemple sur un préemballage de viande, on a mis origine Spain alors qu'on devrait indiquer origine Espagne. Pour le coup, c'est vraiment mineur. Car en cas de francisation d'un produit, c'est-à-dire écrire sciemment origine France pour tromper le consommateur, l'amende s'élève à 300 000 € et 2 ans de prison. Des contrôles qui sont d'autant plus suivis depuis la crise de ces 2 dernières semaines et la revendication des agriculteurs de vivre de leur production. En fait, la loi Egalim, c'est un tout. Et effectivement, la porte d'entrée, c'est la rémunération et notamment les coûts de production pour les agriculteurs, qui est un sujet qui est très important. Et à travers la rémunération, il y a aussi le fait que quand on vend des produits et quand on spécifie que c'est français, parfois c'est un petit peu plus cher que des produits qui peuvent être importés. Donc il faut que les gens, le consommateur, sache pleinement que s'il achète tel morceau de viande ou tel fruit, telle pomme, elle est produite ici. Il y en a aussi sur les marchés, hein, on fait le même type de contrôle sur les marchés. Mais il y a aussi des contrôles qui sont faits en amont dans le cadre des négociations commerciales. Des contrôles très bien accueillis dans l'ensemble par les consommateurs, plus attentifs désormais à certains détails. Je sais que la viande à Auchan, en principe, c'est une production locale. Donc voilà, on ne va pas acheter de l'étranger quand on a du local qu'on trouve correct. Si tout le monde consommait français, au bout d'un moment, ça reviendrait à être un peu moins cher. Notez qu'une dizaine de contrôles de la sorte sont opérés chaque semaine dans la Loire. Après des mois d'attente, les premiers arrachages de vignes ont débuté en Gironde. Au total, c'est quasiment 10% de la surface totale qui devrait être détruite dans le cadre du plan sanitaire lancé par l'État pour lutter contre la superproduction. Près de 1200 viticulteurs sont concernés et malgré les aides financières, c'est l'inquiétude qui plane toujours, comme sur cette exploitation à Castelvielle, dans l'Entre-deux-Mers. Un reportage d'Yvan Branchy pour TV7. Les premiers coups de pelle et les premiers ceps de vigne sont arrachés à un rythme effréné. C'est vraiment un crève-cœur de voir finalement tous ces tas de pieds de vigne et de fils de fer qu'on a mis des années à faire pousser et qui sont arrachés en si peu de temps. C'est vraiment une désolation totale. Christophe Duhart est viticulteur depuis 3 générations à Castelvielle dans l'Entre-deux-Mers. Et jamais il n'aurait imaginé que ces rangs de vignes ancestrales laissent place à un terrain nu prêt à s'enflammer. Ça va être brûlé et par la suite, il ne restera que la partie métallique qui sera récupérée pour être recyclée. Sur les 21 hectares de son exploitation, 7 seront supprimés. Une triste fin inévitable pour cette famille de vignerons, loin d'être optimiste malgré les aides promises. La prime va être de 6 000 € à l'hectare. Les frais, suivant les entrepreneurs, il faut compter entre 1 500 et 2 000 € à l'hectare pour arracher. Donc du coup, il reste pas trop grand-chose. Les finances qu'on va prendre par rapport à l'arrachage ne suffiront pas à combler rien que les dettes et les encours bancaires que l'on a, quoi. En Gironde, près de 8 000 hectares de vignes devraient être détruits cette année. 1200 viticulteurs
viticulteurs en ont fait la demande. Chacun a ensuite deux options, la renaturation ou la reconversion. Il y a des parcelles qui sont en renaturation qui vont rester à l'entretien du propriétaire, mais pendant 20 ans, le propriétaire ne peut rien faire dessus, ne serait-ce que payer les impôts. L'autre volet qui est en restructuration, c'est-à-dire on peut se reconvertir en élevage, en céréales, en quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on voit qu'en France, il y a des manifestations, rien ne marche. Donc se reconvertir en quoi qui ne marche pas, c'est utopique. Selon le collectif Viti 33, c'est plus de 30 000 hectares qui devraient être arrachés pour rétablir l'offre et la demande, avec une prime de 10 000 € l'hectare. Au total, pour ce plan d'arrachage, l'aide de l'État est de 30 millions d'euros, complétée par l'interprofession à hauteur de 19 millions d'euros. De la vigne à l'assiette, il n'y a qu'un pas. Le secteur de la restauration souffre, lui, d'un manque de main-d'œuvre qualifiée. Dans ce lycée professionnel du Mans, tout est mis en œuvre pour préparer les futurs serveurs et les cuisiniers à travailler dans de grands établissements. Sous l'œil attentif du chef étoilé Jean-Sébastien Monet, les élèves de ce lycée ont élaboré un service complet auprès de vrais clients. Regardez ce reportage de LM TV Sartre, Alexandre Ferrière. C'est digne d'une restauration étoilée. Des élèves de Bac Pro et de BTS du lycée professionnel Funet-Hélène Boucher se coordonnent en salle et en cuisine dans le cadre d'un exercice pédagogique. Plus on est concentré, moins on pense à l'échec, plus on réussit. C'est tout simple. Après, c'est ma deuxième année, j'ai fait des stages, donc je commence à être habitué. Les professeurs sont là et les propriétaires de l'auberge de Bagatelle aussi, donc ça va être une vraie expérience pour le coup, donc ça va être super. Une occasion pour ces élèves de recevoir l'expérience gastronomique d'un chef cuisinier étoilé sartois. On prend beaucoup de temps pour accompagner les jeunes parce qu'on en a besoin. On les encourage parce qu'on a un métier qui est connu, difficile, mais qui va quand même vers un métier beaucoup plus facile à travailler avec une vie privée à côté. 11 élèves sont présents en cuisine, 7 en salle. Il est 17 h, le service ouvre au public dans 2 heures. Tout est en route et préparé avec précision. Lorsque le service va commencer, on va du coup annoncer les plats, tout le menu, et ils vont dresser les assiettes. Ils vont les poser lorsque les assiettes chaudes vont être terminées, ils vont les poser ici, sous une résistance qui chauffe. Et le passe-froid, ce sera ici pour les desserts, toute assiette froide, tout menu froid. C'est très important pour les élèves parce que ça leur permet justement de communiquer et de voir un grand chef travailler et surtout avec son épouse d'avoir plein de conseils, plein de choses, ne serait-ce que sur la mise en place, sur le service, sur ce qu'ils demandent aussi pour leur futur emploi. Donc c'est juste un très bel échange. Ce soir, il couvre un service de 47 assiettes sur le thème des dom-toms. Mardi 12 mars, ce sera le thème des Flandres pour d'autres élèves de la formation à la conquête des étoiles. Le journaliste culinaire Laurent Mariotte a accepté de prendre part au projet alimentaire territorial de la ville. Consommer des produits locaux durables et de qualité et atteindre à terme l'autonomie alimentaire pour ses services de restauration collective. C'est un reportage de Vosges Télévisions. Regardez. Au menu ce midi, une soupe préparée par et pour les enfants. Ici au centre de loisirs de la 40 semaines à Épinal, on apprend aux plus petits le vrai goût des aliments, mais aussi à les cuisiner. Une démarche développée dans le cadre du projet alimentaire territorial de la ville, lancé il y a 3 ans. Une idée défendue par le journaliste culinaire et spinalien d'origine Laurent Mariotte, invité ce lundi par la municipalité. J'en ai visité beaucoup, vous savez, des cantines scolaires et je vois la différence entre ceux qui réchauffent et ceux qui cuisinent aujourd'hui. La différence c'est quoi? C'est que les cuisiniers ils ont tous le sourire, ils sont fiers de ce qu'ils font, ils sont contents, ils ne sont pas des réchauffeurs et les gamins sont contents de manger de la qualité et ils demandent à leurs parents de refaire les recettes. C'est le plus beau compliment ça. Donc c'est très important, c'est du bon sens mais c'est capital de revenir à ça. Un projet encore en phase d'expérimentation. Actuellement, les cuisiniers de la 40 semaines préparent environ 140 repas par jour, distribués dans 4 écoles de la ville. Tout ça est accompagné par un accompagnement pédagogique parce que ce qu'il y a dans l'assiette des enfants, il faut le raconter. Il faut raconter l'histoire, d'où vient le produit, comment il a poussé, comment il a été cuisiné. Et puis derrière, vous avez des tas de dimensions, la dimension santé, bien sûr, la dimension économique, puisque on ne pourra pas produire tout ce qu'il y a dans l'assiette. Donc il faut qu'on aille chercher des compléments, la viande, l'épicerie. Donc on travaille également avec des acteurs locaux. Ça nous permet aussi de les structurer, de structurer une filière. C'est une goutte d'eau à l'échelle du territoire, mais ce qu'on veut démontrer, c'est que c'est possible.
La ville d'Épinal souhaite à terme atteindre l'autonomie alimentaire dans ses services de restauration collective, une démarche au profit des producteurs locaux qui déploraient il y a encore quelques jours une concurrence européenne déloyale. C'est une vraie réponse à la crise agricole. Pour moi, ce sont des projets qui donnent l'exemple. Pour sortir de la crise agricole, il faut revenir à un ancrage local. Et c'est ce qui se passe ici, en travaillant avec une régie maraîchère qui fournit la cantine, des éleveurs bio qui sont à même pas des kilomètres d'ici. La loi Egalim, qui était au cœur des débats ces dernières semaines, doit garantir une rémunération fixe aux agriculteurs français, mais elle concerne également le domaine de la restauration collective. Depuis le 1er janvier 2022, chaque repas servi en cantine doit être composé d'au moins 50% de produits durables et de qualité, dont 20% bio. On est encore loin du compte au niveau national, mais à Épinal, on espère aller bien au-delà. C'est 100% bio ici. Alors quand je dis bio, c'est légumes, petits fruits, mais c'est également tout ce qui va avec. L'épicerie, 100% bio, la viande, bio, etc. Donc on souhaite être, c'est l'objectif, à 100% bio. À terme, 1500 repas par jour devraient être distribués aux 23 groupes scolaires spinaliens. Pour y parvenir, la ville doit donc agrandir la surface cultivable de sa régie maraîchère à 6 hectares et lancera d'ailleurs prochainement un appel à projet permettant à plusieurs producteurs de s'installer sur le territoire. Depuis le 1er janvier, conformément au droit européen et à la loi anti-gaspillage de 2020, le tri des biodéchets est généralisé et concerne les professionnels et les particuliers. Pour accompagner cette démarche, pourquoi ne pas utiliser les capacités hors normes des Lombrix ? À Chimilin, en Isère, Sandrine et Anthony Perrier se sont lancés dans l'ombriculture, un moyen de transformer les biodéchets en engrais par le biais des vers de terre. Un reportage de Camille Avon pour Télé Grenoble. Regardez. Ils sont les seuls en Isère à en élever. À Chimilin, Sandrine et Anthony Perrier se sont lancés dans la lombriculture, un moyen qui vise à transformer les déchets en engrais par le biais des vers. Aujourd'hui, c'est près d'1 tonne de lombric Essenia fétida que le couple élève. Alors là, vous avez des andins avec des lombrics. Ils sont en train de se reproduire, ceux-là, pour avoir plus de vers et pour pouvoir traiter plus de biodéchets derrière. À la clé, un lombricompost différent d'un compost classique, notamment car il empêche la croissance de champignons et de bactéries qui peuvent être nocifs pour les plantes et qui stimulent la pousse des racines. Le compost normal, c'est une dégradation de la matière, c'est une montée en température. Donc ça chauffe. Alors que le lombricompost, c'est une dégradation à froid, parce qu'en fait c'est le ver qui mange. En fait, ça fait un fumier de vers de terre. Donc en fait, il y a plein de choses qui ne vont pas être détruites vu qu'il n'y a pas cette montée en température. Le couple a aménagé un espace nurserie dans leur grange. On a notre bac à fumier, on a toujours du fumier sous la main pour pouvoir les nourrir. Dans la nurserie, les vers sont nourris 1 fois tous les 15 jours, tandis que dehors, sous les andins, 1 fois par mois. Pour créer leur fumier, ils récoltent les déchets des cantines et des particuliers des alentours. Il faut ensuite attendre que ces déchets montent à une température d'environ 65 degrés. C'est ce qu'on appelle l'étape d'hygiénisation pour qu'ils soient enfin donnés à manger aux lombrics. D'autres acteurs du territoire aident aussi Avenir Vert dans leur démarche. On travaille pour récupérer les biodéchets en partenariat avec le Cyclum. Et à côté de ça, on est en train donc de monter pour finir d'obtenir notre agrément. Avenir Vert vend aussi des lombricomposteurs d'appartements et de la litière de verre à près de 90 €. Là, il y a la litière de coco qu'ils ont déjà bien mangé. Ça, c'est ce qu'on leur met par-dessus. Vous voyez, ils sont dedans, ils attaquent tout. Par semaine, ce serait entre 5 et 6 personnes qui viendraient acheter un lombricomposteur dans leur exploitation. Sandrine et Anthony comptent ouvrir leurs portes cette année à des écoles afin de montrer l'importance de la valorisation des déchets. Partons maintenant à Fort-de-France en Martinique où le carnaval bat son plein. Je vous propose de découvrir une bradjack un peu particulière. Qu'est-ce qu'une bradjack ? Initialement, eh bien, c'est une vieille voiture bonne pour la casse que l'on transforme, que l'on rénove pour ce carnaval justement. Des collégiens ont créé une éco-bradjack bien loin des modèles pétaradants et polluants. Cette voiture de fête est écologique et silencieuse avec l'ambition de sensibiliser aux risques liés au bruit, à la qualité de l'air et au traitement des véhicules en mauvais état. Reportage d'Ayana François-Eudoxy pour Via ATV sur place. Un bradjack silencieux qui fait des bulles. En tête de la parade des écoles de Sainte-Marie, ce véhicule plaît aux enfants et aussi aux spectateurs. Ça permet de mieux circuler, on n'a pas de bruit et vu que c'est électrique,
Donc c'est bon, la pollution, on n'en a pas. C'est une très bonne chose pour l'environnement. Déjà, c'est un véhicule électrique qui ne pollue pas. Donc pour l'environnement, c'est une bonne chose. Une idée verte qui a germé dans la tête des collégiens de Mandezès, dont les élèves du parcours Excellence Créole. Fabrication d'un casque anti-bruit géant, décoration sur le thème du développement durable et pratique de la langue créole, cette création est l'aboutissement d'un projet pluridisciplinaire. Nous avons croisé deux parcours, le parcours Excellence Créole et l'éducation au développement durable. Et donc nous avons permis aux élèves de proposer une Bradjack différente de ce qui existe déjà. Ils ont réalisé des dessins en regard avec le développement durable, un casque anti-bruit, donc à partir de tissus, de frites, d'oreillers aussi. Un éco-Bradjack jaune et blanc qui fait office de support pédagogique pour les élèves de la section automobile du lycée Joseph Pernock. Les élèves ont réalisé un covering, c'est une technique qu'ils ne connaissent pas. Donc ils ont appris la technique et ils ont réalisé toutes les parties jaunes du véhicule. Ça reste de l'adhésif, donc à la fin de la manifestation, on va enlever le film et le véhicule va redevenir blanc, vierge comme une feuille blanche. Avec cet outil pédagogique qui sont comment le véhicule fonctionne et aussi comment effectuer les maintenances et le réparer. Un projet pédagogique et un message éco-responsable qui s'est totalement fondu dans l'ambiance festive de la parade de Sainte-Marie. Éviter de faire appel à des produits industriels quand il est possible de les fabriquer chez soi. 3 jeunes en service civique de la mission Médiataire ont organisé un atelier pour apprendre à confectionner soi-même des produits d'entretien maison et efficaces. Une alternative plus éco-responsable et plus économique que nous présente Kezia Poudou pour notre partenaire 8 Mont-Blanc qui s'est rendu à Lamotte-Servolex près de Chambéry. Saviez-vous qu'il suffit d'eau, de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude, de savon, de sel, de liquide vaisselle et d'huile essentielle pour réaliser une bonne partie de vos produits ménagers? C'est en tout cas ce que 3 jeunes en service civique de la mission Médiataire ont démontré ce mercredi matin. Au programme réalisation de dégraissants multisurfaces de nettoyants pour les vitres et les canalisations. Faire mieux et moins cher, c'est possible et c'est possible de les faire à la maison avec des produits tout à fait simples. Si vous achetez par exemple votre produit à vitre 3 €, vous faites ça, vous faites 1 litre de produit pour vitre et vous en avez pour 40 centimes au lieu de 2, 3, 4 €. Donc c'est vraiment beaucoup d'avantages et ça marche aussi pour la lessive, ça marche pour des nettoyants multisurfaces, ça marche pour du liquide vaisselle. Donc vraiment sur une grande variété de produits, on a beaucoup d'économies. En plus de l'aspect économique, le fait maison peut être bénéfique dans le domaine sanitaire. En effet, les produits ménagers industriels peuvent contenir des produits chimiques agressifs, voire cancérigènes, des allergènes et des perturbateurs endocriniens. Les bénéfices ne s'arrêtent pas là, ces recettes sont plus respectueuses de l'environnement. Ça évite de jeter des produits dans la nature ou des produits qui peuvent être dangereux pour l'environnement, qui peuvent être justement inflammables, corrosifs, toxiques. Fini donc les nombreuses bouteilles en plastique, tout peut être remplacé par des bocaux en verre. Ce mercredi, ils étaient au total une quinzaine à s'initier à cette alternative et cela a plutôt eu l'air de leur plaire. Je trouvais qu'effectivement c'était une bonne initiative pour sensibiliser tout le monde et c'est vrai que j'ai appris des choses. Honnêtement, j'utilise le vinaigre blanc et le bicarbonate, mais j'aurais pas pensé faire ces mélanges-là. Les produits qu'on trouve sur le commerce sont toxiques, je pense. Je trouve que les recettes sont très simples à faire et c'est des produits que j'ai chez moi, quasiment tous. Donc voilà, pour les faire, il n'y aura aucun souci. Cet atelier est né d'un partenariat entre Lamotte-Servolex et l'association de services civiques Unicité. C'est donc à travers la mission Médiataire que ces 3 jeunes sont intervenus dans la bibliothèque de la commune. Ça leur permet de se faire un peu la main sur l'organisation de projets, sur le travail en équipe et sur une sensibilisation personnelle, une montée en compétence sur la transition écologique. Et pour la ville, ça permet d'animer la vie dans la ville. Proposer des animations aussi dans la transition écologique puisque la ville a une politique de transition écologique assez développée, notamment sur l'aspect sensibilisation. Tri des déchets, économie d'eau, d'électricité, ils ont donc pour mission de réaliser des ateliers en lien avec la transition écologique.
Après plusieurs années d'abandon, le manoir de Bréviande dans l'Aube s'apprête à retrouver une seconde jeunesse grâce à une vente en lot. La collaboration constructive entre une agence immobilière et des marchands de biens a permis de redécouper les espaces du château en 14 logements, allant des studios aux appartements de type T3. Une méthode originale pour permettre la rénovation d'un lieu d'exception en le rendant accessible à un coût maîtrisé. État des lieux avec notre partenaire Canal 32, regardez. À l'abandon, le manoir Chaudier à Bréviande et ses constructions attenantes devraient reprendre vie grâce à une vente à la découpe en 18 lots. Il faut savoir que ce bien est attaché à une propriété totale avec plusieurs logements, un château, un hangar et 3 maisons. Rénovation faite, il faut compter à peu de choses près entre 1,3 million et 1,5 million. On a peu d'acquéreurs à ces budgets-là. Et donc la découpe permet justement aujourd'hui de faire des plus petits projets avec de l'acquéreur multiple, justement pour faire revivre aujourd'hui ce domaine qui est Bréviande. Pour réaliser cette vente en lot, l'agence immobilière s'est associée à des marchands de biens. Les coûts sont abaissés pour les acquéreurs grâce à la division en 14 studios ou T3 pour le manoir, 3 maisons et 2 autres bâtiments. Nous, en fait, peut venir intervenir sur les biens, là où les agents peuvent seulement les vendre. Nous, on va acheter, pouvoir le découper, le rénover, résoudre les problématiques. Donc il va avoir 14 appartements à l'intérieur, donc potentiellement 14 propriétaires différents, notamment des investisseurs qui vont plutôt rénover et louer les appartements. On a aussi des personnes qui vont y habiter et on a même au rez-de-chaussée des activités qui vont être commerciales, notamment un salon de coiffure. Et en plus, on va pouvoir donner l'opportunité à des personnes à des budgets modestes d'accéder à la propriété dans un bout d'histoire quand même très très marqué. Pour faciliter la vente, les marchands de biens ont prévu de financer la rénovation des parties communes du manoir. Pour les bâtiments attenants, comme ce lot le plus dégradé de 120 mètres carrés, leur rôle consiste à lever les freins. Pour un bien comme celui-ci, on va pré-mâcher le travail de l'acquéreur, on va réfléchir à des plans d'aménagement, on va réfléchir à la découpe du terrain, on va réfléchir à s'il peut faire un logement, 2 logements, pour qu'il ait du coup moins de questions à se poser et moins de freins à l'achat. La promesse d'une vie de château a attiré les premiers visiteurs en novembre dernier. Selon ces professionnels, les 14 appartements au studio de 15 à 68 mètres carrés ont d'ores et déjà séduit. Alors je crois qu'il reste 4-5 lots à l'intérieur, sur 14 au départ. Les maisons, ça va vite se vendre, je pense. Comme il y a plusieurs typologies, on touche tout type de clients. Le manoir, il va apporter un côté coup de cœur qu'un bâtiment lambda n'aurait pas. Pour les maisons, les premiers propriétaires sont attendus dès juin. Quant au manoir, il devrait être à nouveau occupé d'ici la fin de l'été. Terminons ce grand JT des territoires avec un endroit où il fait bon vivre. Je vous propose une balade découverte du petit village de Meilly qui est arrivé en tête du classement 2024 des villes et villages où il fait bon vivre. Dans la catégorie d'ailleurs des moins de 500 habitants pour la 4e année d'affilée. Ce petit village de Lorraine jouit d'une qualité de vie exceptionnelle. Visite guidée avec Mathéo Philippe pour Moselle TV. Patrice est arrivé à Meilly en 1992 suite aux mesures d'Édith Cresson souhaitant délocaliser un certain nombre d'entreprises parisiennes vers la province. Dès son arrivée, le Meillien s'est tout de suite fait adopter par les 308 habitants. Donc je suis assez content. Alors l'anecdote qui était extrêmement surprenante pour un Parisien, c'est que quand je suis arrivé, j'ai trouvé quelques jours après sur les marches de ma maison des pâtisseries en signe de bienvenue. Comme en Île-de-France, Patrice souhaitait habiter un petit village en bordure de forêt. 32 ans et un mandat de maire plus tard, aucun regret. Je suis arrivé ici et vous voyez que mon choix fut bon. Le village a gardé cette convivialité qui est particulièrement intéressante. Et puis alors, évidemment, ce qui fait, je crois, le fait que nous sommes le village le plus agréable à vivre, c'est que nous avons donc tout l'intérêt d'un cadre bucolique et on n'a qu'à prendre sa voiture ou les transports en commun pour on est à 5 km, 6 km de la cathédrale de Metz. Le village est desservi régulièrement par des bus permettant d'atteindre le centre-ville en 15 minutes. Donc nous sommes à l'arrêt de bus, donc c'est la ligne 13. Donc l'avantage c'est qu'avant elle passait toutes les demi-heures et depuis 2 ans elle dessert Nouillet et Noiseville, ce qui nous a fait une affluence de bus supplémentaire. À proximité de l'hôpital Mercy et Robert Schuman, des écoles ou encore des commerces de Metz, la municipalité a un projet de 38 logements. Des habitations pour des retraités, mais surtout pour des cadres, catégorie socio-professionnelle la plus représentée.
Les cloches sonnent, pourtant ce lieu de culte est fermé depuis début décembre. Donc voilà, nous sommes dans notre patrimoine de l'église, donc monument historique classé du XIe siècle. Nous avons eu des problèmes d'infiltration d'eau et donc depuis le 6 décembre, nous avons hélas été obligés de faire un arrêté. Et là aujourd'hui, on attend des subventions de la DRAC, des subventions de la région, un peu de partout, et surtout des dons pour pouvoir la rouvrir rapidement parce qu'on ne peut plus organiser nos mariages, nos baptêmes. Labellisé 3 fleurs, ce village vert propose aussi de nombreuses activités pour les villageois. Une commune agréable et dynamique qui se glisse à la première place des villages de France de moins de 500 habitants, où il fait bon vivre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir.